Cette vidéo est sponsorisée par moi-même et la sortie de mon nouveau livre Satsujin 2. On en reparle à la fin de la vidéo. Konnichiwa. 殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。C'est la triste réalité, pas un mois ne passe sans qu'au moins une affaire d'infanticide ne vienne assombrir la une des quotidiens japonais et cette émission. Le 22 septembre 2021, le pays tout entier a de nouveau été bouleversé par une histoire et un visage, celui de Orito, un petit garçon de 3 ans victime de la violence meurtrière de son beau-père, mais aussi de la réalité d'un Japon précaire que l'on cache et d'une institution défaillante. Ce jour-là, la police d'Osaka recevait un coup de téléphone du service des urgences pédiatriques pour un cas de mort très suspect impliquant un très jeune enfant. Brûlé au 3e degré, le petit garçon venait de décéder et sa mère qui l'avait emmené là restait mutique, semblant cacher un lourd secret. Après quelques heures en garde à vue, elle se livra pleinement aux enquêteurs qui découvrirent l'horrible réalité d'un quotidien fou qui avait conduit à la mort tragique de Orito. Le coupable, Matsubara Takumi, 23 ans, compagnon de la mère éplorée, fut arrêté dans la journée, avoua son crime et fut immédiatement incarcéré et mis en examen pour assassinat sur mineur de moins de 7 ans, acte de barbarie, coups et blessures volontaires et torture. Mais comment un tel drame a-t-il pu arriver et qui sont les protagonistes de cette sombre histoire ? Niimura Ayaka, la mère du petit Orito, travaillait comme hôtesse dans un snack de la petite ville de Seitsu après avoir arrêté ses études très jeune. À 17 ans, elle était tombée enceinte et avait dû épouser le père de l'enfant, un homme d'une trentaine d'années dont le nom n'a pas été communiqué, client de l'établissement. Peu de temps après la naissance du bébé, le couple divorcera à cause du grave problème d'alcoolisme du père et du fait que Niimura reprenne son travail d'hôtesse, contrariant ce dernier au point de battre sa compagne régulièrement. C'était en octobre 2018. En 2019, la jeune femme rencontrera Matsubara Takumi, 21 ans à l'époque, un jeune chômeur qui gagnait sa vie en sous-traitant pour des gangs d'Osaka et rêvait de devenir un membre de l'organisation. Client régulier de Niimura, il la prendra sous son aile et très vite, le couple emménagera ensemble. Mais le jeune voyou, s'il voulait la mère, rejetait son enfant et la pria de s'en débarrasser, de le confier à un parent ou une amie. Refusant de se séparer de son fils, une guerre larvée éclata au sein de la nouvelle famille recomposée et Matsubara se montra violent avec le très jeune garçon très vite. Des amis de Niimura qui visitèrent le couple à leur domicile reportèrent des violences constatées au service de protection de l'enfance de la ville, ayant vu l'homme jeter des objets à la figure de Orito et même le frapper au visage. Une enquête sera ouverte et le beau-père entendu par les services de police. Après plusieurs auditions, il sera relâché et l'enquête locale conclura qu'il n'y avait pas de danger immédiat pour l'enfant. De son côté, la mère témoignera en faveur de son compagnon, promettant au service social de le faire changer et, si les choses empiraient, de le quitter et d'emmener son fils à l'abri. Mais en juin 2021, un nouveau rapport émana du jardin d'enfants où le petit garçon était accueilli chaque jour. Des marques suspectes sur son visage et des bleus sur ses bras furent signalés, et une nouvelle fois, Matsubara fut entendu par la police. La mère jura à nouveau que son compagnon était innocent et un dernier avertissement leur fut adressé menaçant de leur prendre l'enfant si une telle chose se reproduisait. Elle fut obligée de se rendre au service de protection de l'enfance avec son fils 2 fois par mois. Lors de l'une de ses visites, elle rapporta que son compagnon avait de nouveau porté la main sur Orito et il fut à nouveau convoqué, promis de ne plus recommencer et put repartir. Dans les semaines qui suivirent, Orito se referma et d'après un rapport de l'école, tremblait à l'idée de rentrer chez lui. Chaque soir, c'était le beau-père qui venait le chercher et le traînait sans ménagement jusque chez eux. Sans emploi, il s'occupait de lui le soir pendant que sa mère travaillait dans le bar à hôtesse pour nourrir le foyer. Mais, et il le dira lors de ses auditions futures, Matsubara voyait maintenant le petit garçon comme une source de problèmes pour lui, un obstacle dans sa relation avec Niimura et ses désirs de rejoindre un gang.
Alors le 22 septembre 2021, voulant simuler un accident domestique, il élabora le plus immonde des plans et faisant bouillir une grande quantité d'eau dans des fétous et 2 grandes bouilloires, il ébouillanta Orito pendant qu'il prenait son bain, lui infligeant des brûlures au 3e degré sur tout le corps et entraînant sa mort. Lors de l'arrestation du meurtrier, un journaliste interrogea le chef du service de protection de l'enfance qui déclara sans trembler « Nous ne pensions pas qu'il y avait un danger immédiat pour l'enfant, notre décision était la bonne ». Le mis en examen risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Le 20 septembre, la police métropolitaine de Tokyo arrêtait une femme qu'il connaissait bien, Kodama Kikuyo, 77 ans, libérée sous caution depuis peu en attente d'un procès pour le possible meurtre de son fils de 47 ans et maintenant soupçonnée d'avoir assassiné sa propre sœur. Tout cela semble un peu confus, alors faisons un point sur la situation. Depuis quelques années, Kodama vivait à Akiruno avec son 3e fils de 47 ans, diabétique depuis 20 ans et dont la santé se dégradait. Le 2 avril 2020, elle appelait les secours car ce dernier était allongé au sol et ne bougeait plus. Conduit d'urgence à l'hôpital, il sera pris en charge mais décédera rapidement. En fait de malaise, l'homme était décédé d'une prise massive d'insuline mais surtout d'asphyxie et il ne fallut pas longtemps à la police et aux légistes pour établir que la victime avait été étranglée. Placée en garde à vue, la mère ne tardera pas à avouer que c'était elle qui avait tué son fils mais sur sa demande pressante, souffrant trop de sa maladie. En résumé, elle l'avait assassiné pour lui rendre service. Effectivement, la police retrouvera des lettres et des messages sur internet dans lesquels l'homme faisait état de son malaise et parfois aspirait à en finir. Les armes du crime, insuline injectable et rallonge électrique seront retrouvées et la maman fatale mise en examen pour meurtre par contrat tacite et incarcérée. De par la nature du crime, une caution de sortie fut établie par le juge et elle put sortir de détention au mois de juillet 2021. Elle fut alors hébergée par sa sœur cadette, Goto Kimiko, 74 ans, chez qui elle aménagea à Tokyo dans le quartier de Hamura. Mais le 9 septembre, à cause de ce qui semble être un accident, Goto tomba dans les escaliers et se cassa une hanche. Hospitalisée et soignée, elle rentrera chez elle pour quelques jours avant d'être retrouvée morte dans son séjour, étranglée à mort. Bien entendu, la sœur sous caution fut à nouveau arrêtée et invoqua une nouvelle fois un homicide par contrat tacite avec sa sœur qui souffrait trop de sa fracture et lui aurait demandé de la tuer pour la soulager. Là aussi, c'est une rallonge électrique qui servira d'outil d'exécution. De retour en prison, elle invoque toujours cette volonté de sa part d'abréger les souffrances de ses proches, mais l'enquête semble mettre à jour une réalité bien plus vénale. En effet, le fils malade bénéficiait d'une assurance vie au dernier vivant et n'étant ni marié ni père, le bénéfice de la police reviendrait naturellement à sa mère, son père étant mort depuis longtemps. Du côté de sa sœur, l'enquête fait apparaître qu'un contrat familial d'assurance et d'héritage ait été passé et que la mort de l'une des sœurs ne fut qu'un début dans le processus d'accaparation de Kodama. Le chef d'inculpation a depuis changé et elle est aujourd'hui mise en examen pour un double assassinat avec circonstances aggravantes. Elle risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. Le 17 septembre dernier, le tribunal pour mineurs de Otsu, dans la préfecture de Shiga, rendait un jugement assez inhabituel. Y comparaissait un adolescent de 17 ans accusé du meurtre de sa petite sœur de 6 ans le 2 juillet. Ce jour-là, il avait demandé à un passant d'appeler les secours car sa cadette venait de tomber d'une aire de jeu dans un parc du quartier. Elle décédera pendant le transport de multiples contusions et d'une hémorragie interne. À la grande surprise de la police, appelée sur place comme c'est la procédure dans ce genre de situation, les 2 enfants étaient seuls chez eux, sans aucun adulte pour les surveiller. Après une rapide enquête, il apparaîtra que la mère, divorcée depuis 2018, s'absentait des semaines durant pour son travail, confiant à son aîné le soin de s'occuper seul de sa petite sœur. Au moment du drame, les 2 enfants étaient seuls chez eux depuis 8 jours et un signalement des voisins avait été fait à la direction locale de la protection de l'enfance, sans qu'aucune action ni même une simple visite ne soit effectuée. Après enquête et autopsie, il s'avérera que la petite fille était morte à la suite de coups de pied et de poing répétés au visage et dans l'estomac.
Le jeune garçon passera aux aveux et confiera avoir craqué devant la responsabilité de s'occuper de sa sœur tout seul, devant cuisiner, s'occuper d'elle, la réveiller, l'amener à l'école, mais aussi gérer ses caprices et ses colères. Ce jour-là, il dira qu'elle avait encore fait une crise pour voir sa mère et l'avait insulté, ce qui l'avait fait basculer dans une colère meurtrière qu'il dira ne pas avoir maîtrisée. C'est ce que le juge pour enfants de Hotsu a pris en considération dans la décision qu'il a prise le 17 septembre. Considérant que le garçon avait été confronté à un stress et des obligations qui n'étaient ni de son âge ni de sa responsabilité et que la mère s'était rendue coupable de négligence aggravée, il a décidé de placer le jeune mis en examen dans un centre éducatif fermé plutôt que de le confier au procureur pour un procès aux assises. Retiré de la garde de sa mère, cette sanction lui permettra de se construire un avenir et de reconstruire sa personnalité. Le magistrat a pensé que la possible peine de 10 à 15 ans de prison dont il aurait certainement écopé au tribunal lui aurait coupé net toute perspective d'avenir et qu'une vie gâchée était bien suffisante. Cette décision n'a pas fait l'unanimité dans l'opinion publique mais marque un tournant dans la manière de gérer la criminalité infantile. La mère, quant à elle, est mise en examen pour négligence et mise en danger de la vie de ses enfants. Elle risque 4 ans de détention. Affaire à suivre. À une époque où le Japon légifère sur des sujets de société face aux défis d'un monde qui change, c'est au tour de la ministre de la Justice, Madame Kamikawa Yoko, de prendre les choses en main. Une refonte complète du code pénal relative aux crimes sexuels est en train de voir le jour et a de bonnes chances enfin de faire bouger les choses. C'est une suite d'agressions ininterrompues depuis des années, souvent en toute impunité, et une sombre affaire de photos volées d'athlètes durant les Jeux Olympiques qui a mis le feu aux poudres et poussé le pouvoir exécutif à se pencher plus avant sur la question. Un petit rappel des faits, cette année, aux grandes dames des habitants de Tokyo se tenaient les Jeux Olympiques d'été réunissant des athlètes du monde entier. Alors certains journaux et magazines à scandale y ont vu une opportunité de faire de l'argent et des gros titres en envoyant des photographes infiltrés pour prendre des photos d'athlètes féminines à leur insu, souvent dans les vestiaires ou pendant l'entraînement, photographiant certaines parties bien précises et en particulier. Ces photos volées étaient ensuite présentées comme des images érotiques et mises en scène à grand renfort de textes suggestifs et d'histoires inventées sur la supposée relation entre les jeunes athlètes. Bien entendu, les ventes se sont envolées et l'exposition sur les réseaux sociaux n'a fait que renforcer ce mouvement. Nombre de ces victimes étaient mineures et ont très mal vécu cette affaire, comme l'a rappelé le président des fédérations d'athlétisme, Ishii Akio. Ce scandale a permis de revoir les mécanismes légaux qui rendent une telle chose possible et, malgré la révision du code pénal sur le sujet des agressions sexuelles en 2017, d'envisager une réelle refonte de ce dernier, permettant de lutter efficacement contre des délits tels que les photos volées et leur exposition, mais aussi des viols et agressions sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables qui baignent toujours dans un flou inacceptable. La ministre Kamikawa est actuellement en train de consulter le Conseil législatif pour vérifier la constitutionnalité des mesures qu'elle souhaite prendre. Parmi celles-ci, on peut retenir l'élargissement de la définition du viol qui, pour l'heure, n'est définie que comme l'introduction forcée d'un pénis, pardon pour les détails, et ne concerne ni la pénétration digitale ni celle d'objets juste considérés comme des attentats à la pudeur et donc très peu punis. À noter aussi la criminalisation de l'apologie du viol et de la diffusion d'images de viol réelles ou simulées qui devraient ne plus être de simples délits. Rentrerait aussi dans cette refonte du code pénal la notion de viol conjugal, jusqu'ici absente et traitée avec dérision par la majorité des juridictions, faisant écho à un article du code civil qui rend l'acte obligatoire dans un couple marié, avec possibilité de divorce facilité en cas d'abstinence de l'une ou l'autre partie. Un autre point très important de ces nouvelles lois concerne la notion de résistance physique. Jusqu'alors, un viol était caractérisé par la résistance physique qu'avait opposée la victime, sans tenir compte des notions d'emprise, de hiérarchie ou de pression. Ce devrait être chose faite. C'est une des mesures qui fait le plus polémique et se voit opposer une forte résistance de la part de certains groupes parlementaires conservateurs qui craignent que cela n'ouvre la voie à une vague d'accusations abusives. De longs débats risquent bien d'occuper le Parlement dans les mois à venir. Enfin, dernière mesure des plus importantes, l'anonymisation et la protection des informations personnelles des victimes de crimes sexuels, jusqu'alors largement divulguées par les médias et souvent utilisées par les agresseurs ou leurs proches pour se venger d'une victime qui les aurait dénoncés.
Les avocats des deux parties en cas de procès se verraient contraints de ne divulguer aucune information sur les victimes et ce même durant les audiences pour préserver l'intégrité de ces derniers. Là, ce sont les syndicats de journalistes et certains avocats médiatiques qui s'insurgent contre ce qu'ils définissent comme une atteinte à la liberté d'informer. Cette réforme est nécessaire quand on connaît les législations en la matière et les aberrations qui s'y trouvent toujours, mais il est à parier qu'elle ne se fera pas sans heurts, tant nombre de lobbies s'y opposent. La ministre Kamikawa, pourtant conservatrice, vend sa réforme avec talent et sincérité et va devoir se battre pour la faire passer. Affaire à suivre. Le 26 septembre, dans le quartier de Higashi à Hiroshima, les employés et les clients d'un convenience store ont connu une nuit qu'ils n'oublieront jamais. C'est vers 4 heures du matin, dans la nuit du 25 au 26, qu'un homme de 66 ans, Yamazaki Jiro, a fait irruption dans la supérette, un couteau d'office à la main, hurlant à la cantonade de se coucher et à la caissière, une employée à mi-temps de 28 ans, de lui remettre le contenu de la caisse. Voyant qu'elle ne semblait pas obtempérer assez vite, il sauta par-dessus le comptoir, l'attrapant par le cou et la renversant. Il lui intima l'ordre d'ouvrir la caisse, mais devant ses balbutiements et le manque d'enthousiasme bien compréhensible qu'elle mettait à s'exécuter, il lui planta son couteau dans le ventre. Se relevant, il chercha le moyen d'ouvrir la caisse afin de prélever le contenu, mais l'opération étant quasiment impossible sans le code ou une clé, il y passa un long moment, ce qui permit à un employé du store resté en réserve et qui suivait l'action sur une caméra de surveillance, de se glisser derrière le braqueur en silence et de le maîtriser grâce à une puissante prise digne d'un catcheur professionnel. Maîtrisé, Yamazaki sera appréhendé par la police de Hiroshima et la malheureuse employée conduite d'urgence à l'hôpital. Fort heureusement, ses jours ne sont plus en danger. Lors de sa garde à vue, le suspect a reconnu l'agression et la tentative de vol, mais nie toute intention d'avoir voulu donner la mort. Il dit avoir poignardé la vendeuse pour impressionner les gens et montrer sa détermination. Malheureusement pour lui, la vidéosurveillance montre bien un geste délibéré et sa défense risque bien de s'écrouler. Il est mis en examen pour vol à main armée, vol avec violence et tentative d'homicide. Il risque 20 ans de prison. Quant à l'employé héroïque, il a été promu et en plus d'une prime de la chaîne de magasins, a reçu une médaille honorifique de la police. Affaire à suivre. Ce n'est plus une surprise pour vous si vous me suivez depuis quelque temps et que vous connaissez cette rubrique, mais le catalogue des perversions, travers et énormes fails amoureux semble infini tant il est alimenté, quasi quotidiennement, d'improbables histoires. S'il est un fait avéré, par les simples faits, c'est bien la large mainmise de la jante masculine sur ces bizarreries et un manque total de parité dans l'aile étrange des aventuriers de l'évolution. Rassurez-vous mesdames, l'actualité vient combler ce vide abyssal et nous offrir une histoire digne de figurer au sommaire d'un éventuel recueil relié pleine peau de la déjà longue liste de chapitres d'Il était une fois au Japon. Je sais que vous n'êtes pas prête. Sasaki Akemi a 33 ans, elle est née et travaille à Tokyo comme employée dans une grande banque japonaise au logo bleu. Simple employée aux écritures, elle n'est pas vraiment intéressée par une carrière mais se passionne pour un sujet bien plus torride, les hommes. Et pourtant, à 33 ans, justement, Akemi n'en a aucun dans sa vie. Enfin, si, elle en a plein les pages des mangas érotiques pour hommes qu'elle dévore, plein son disque dur aussi, pas mal dans son lecteur DVD, mais toujours aucun dans son lit. Très occupée par son travail et souffrant d'une timidité maladive, elle n'a jamais vraiment osé adresser la parole à un collègue ou à un client qui lui plaisait et se contentait d'échafauder des scénarios qui, elle le savait, ne se réaliseraient jamais. Alors en 2020, fatiguée par cette solitude et cette frustration insoutenable, elle avait décidé de s'inscrire sur un site de rencontre et avait pris les plus belles photos d'elle possibles, puis attendu. Pas franchement conforme au canon de beauté recherché par ces messieurs des internets, elle n'avait reçu que des réponses d'hommes très vulgaires, très laids et très mariés. Mais il en fallait plus pour décourager Akemi qui entendait bien trouver son prince charmant à tout prix. Depuis des années, elle puisait sa source de fantasmes dans les publications yaoi, ces mangas et animés qui mettent en scène des amours homosexuelles masculines, et se mit à penser qu'il lui faudrait plutôt chercher de ce côté-là, quitte à mentir un peu sur son profil. Après tout, se disait-elle, si l'on parle beaucoup et longtemps et qu'il tombe amoureux de moi, peu importe que je sois un homme ou une femme. Quelle bonne idée!
Alors elle se créa un profil sur un site de rencontres gays, s'inventa une vie finalement assez proche de la sienne, mais en version masculine, et déroba la photo d'identité de l'un de ses collègues qu'elle apposera fièrement sur sa fiche. Très vite, elle reçut de nombreux messages, là aussi d'individus très vulgaires et très mariés. Mais un se détacha du lot et elle commença à entretenir avec lui une correspondance soutenue. Le belâtre et elle s'envoyaient des messages d'une rare intensité et elle se servait de ses lectures pour alimenter les détails, refusant toujours d'envoyer des photos. Le jour où il fallut enfin se voir, Akemi, prise de panique, proposa une forte somme d'argent aux collègues de travail à qui elle avait pris la photo en échange d'un dîner, prétextant ne pas vouloir être seule dans un restaurant, question d'étiquette. Le jeune homme des messages vint vit l'homme qu'il convoitait assis à côté d'une femme et n'osa trop rien dire par politesse. Akemi lui avait donné une grosse rallonge en espèces pour qu'il acquiesce toute la soirée et tienne sa langue au bureau. Alors l'histoire inventée par la célibataire contrariée se monta semaine après semaine. Comme Cyrano, elle soufflait ses mots à son collègue et servait de chaperon dans une relation qu'elle voulait baser sur du sérieux. On ne couche pas le premier soir, ni le deuxième, ni le 10e d'ailleurs. Vite à court d'économie, Akemi se mit à emprunter un peu dans la caisse de la banque, puis un peu plus et un peu plus encore. Chaque samedi, elle donnait 200 000 yens, environ 1500 € à son complice, ses collègues et le trio écumait les restaurants gastronomiques de Tokyo. Mais voilà, en septembre 2021, la petite Akemi, un peu trop gourmande, endormit la grosse enveloppe de dépôt d'un commerçant client et une vilaine caméra de vidéoprotection la confondit, annulant son dîner du samedi pour un simple plateau repas au commissariat central. Alors, comme prévu et ignorant tout des déboires de sa camarade de travail, le jeune banquier vint dîner seul avec le jeune prétendant et c'est ce soir-là qu'ils conclurent. La petite banquière célibataire va pouvoir imaginer leur idylle du fond de sa cellule et, pourquoi pas, explorer une autre facette de sa sexualité. Affaire classée. Bon, il va peut-être falloir que je trouve des faits divers qui ne parlent pas de fesses, moi. Même l'attaque des singes de la semaine dernière, ça restait dans la zone, ouais. Tiens, il va peut-être falloir que je me pose des questions, moi. Ouh, ouais. Les 2 coups de pouce du jour seront une fois de plus pour 2 chaînes de cinéma, mais avec une identité très différente de celle que j'ai pu vous présenter jusqu'ici. La première chaîne dont je vais vous parler aujourd'hui est La Grande Entrée. Féru de cinéma horrifique, dit classique, notre hôte explore les grands mythes du fantastique à l'écran, de ceux qui les ont faits à ceux qui les ont incarnés, faisant quelques détours par la bande dessinée, mais toujours avec la même incarnation. Découvert une fois de plus grâce à vos chaudes recommandations, je suis en train de dévorer ces playlists et attaque l'opération de promotion très subjective autour de moi. Je rends grâce à la chaîne pour cette excellente vidéo sur La Pluie du Diable, un film qui enchanta mes soirées VHS dans les 80s et que j'avais injustement oublié, mais aussi pour avoir ramené à la vie le film The Gate, me rappelant l'époque où, adolescent, je me tartinais toutes les sorties horrifiques, même les plus improbables. Il m'a même fait acheter le Blu-ray, l'animal. Encore une fois, et vous l'aurez compris, je suis très fan de son contenu et ne peux que vous intimer l'ordre d'aller vous abonner immédiatement, parce que 1700 abonnés, on ne va pas se mentir, c'est bien trop peu. Le second coup de pouce du jour sera pour la chaîne de Romain Oulès, artiste en effets spéciaux et décors comme il se définit lui-même, et créateur d'une chaîne absolument unique que je viens de découvrir, me maudissant de ne pas avoir été plus curieux avant. Entre analyse de grands classiques du fantastique par le prisme des effets spéciaux et des maquillages, dans sa série Derrière le masque, qui vous ravira si comme moi vous aimez le contexte et le fond, ou pour le fun de l'anecdote, la série Café Latex, où le maître des lieux nous livre quelques anecdotes de tournage et de maquillage bien senties. En 3 minutes, vous y trouverez aussi le magnifique tuto FX dans lequel l'artiste nous livre tout son savoir-faire en matière de moulage, de masques, de latex et de faux sang. La qualité des vidéos, tant sur le fond que sur la forme, est incroyable, et Romain fait preuve de ce recul humoristique que j'aime tellement. Petit détail que je ne m'explique pas, sa chaîne ne compte que 7900 abonnés, je croyais qu'il manquait 2 zéros au compteur, alors foncez, savourez, amusez-vous et cultivez-vous, mais surtout, abonnez-vous.
Et voilà, cette 39e édition de Petit Satsujin est presque terminée. Alors, comme dit en début de vidéo, mon nouveau livre Satsujin de secte, gang et homicide au Japon vient de sortir aux éditions Camion Noir. Des affaires inédites et de gros dossiers pour vous replonger dans le Japon criminel du XXe siècle, ses mécanismes et ses origines en 374 pages. Vous pouvez le commander chez mon éditeur Camion Noir sur toutes les plateformes de vente, Amazon, Fnac, Espace Culturel, Erol, etc., mais aussi sur satsujin.fr pour une version dédicacée avec en prime une carte collector numérotée de l'illustratrice Maromei, réalisée spécialement pour la sortie du livre. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner, ma voyante extra-lucide me dit que c'est toujours gratuit et que ça aide quand même pas mal la chaîne à progresser, et visiblement, à chaque abonnement, une âme tourmentée est libérée des limbes infernales. Tant que votre pouce est sur le bouton abonnement, glissez sur la cloche pour être mis au courant des sorties et ne rien louper, car, comme dit le poète, abonnage et cliquage de cloche rend plus sage et moins moche. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip et Tipeee ou en faisant un tour sur ma boutique Spreadshirt où de nouveaux designs et produits vous attendent, mais aussi en rejoignant l'unité Satsujin, l'espace VIP de la chaîne. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo, oui, juste là, pour bénéficier d'emojis personnalisés, de vidéos en avant-première, de contenus exclusifs et de lives privés où l'on gagne plein de cadeaux. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Discord et sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y poste quotidiennement des news sur la chaîne et des photos de ragondins. Je vous laisse, je dois retourner au travail, mais avant, je vais me faire une petite tartine. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Matane.